Bonjour, bienvenue dans l'exposition Chagall, le passeur de lumière, qui devait ouvrir aujourd'hui, le samedi 21 novembre. Nous vous en donnons un aperçu à travers quelques-unes de ces salles. Cette exposition a été conçue dans le cadre des 800 ans de la cathédrale de Metz, cathédrale dans laquelle se trouve le premier grand cycle monumental de vitraux conçu par Marc Chagall. Chagall conçoit des vitraux à partir de 1956 et jusqu'à la fin de sa vie. C'est toutes ses créations dans 15 édifices qui sont présentés dans cette exposition à travers à la fois des dessins préparatoires qui permettent de comprendre comment cet immense peintre passe d'une peinture à une œuvre de verre en collaboration avec des artisans, des maîtres verriers extrêmement talentueux et qui ont une grande liberté laissée par l'artiste. L'exposition s'intéresse également à l'inventivité iconographique de Chagall présente dans ses vitraux et dans son œuvre plus largement, puisque nous mettrons en correspondance avec ces vitraux certaines peintures, sculptures, tapisseries ou céramiques de l'artiste. Chagall se plonge dans la Bible, qui est l'un des sujets de prédilection qui hante les vitraux, cette Bible qui le captive depuis son plus jeune âge et qu'il conçoit comme la plus grande source de poésie de tous les temps, non pas comme un dogme préétabli, mais comme une source dans laquelle puiser et à partir de laquelle rêver, inventer des visions. L'exposition suit un fil chronologique. Commande après commande, vous découvrirez les grandes questions qui ont habité Chagall lors de la création de ces vitraux. Les tout premiers vitraux de Chagall ont été réalisés dans l'église Notre-Dame de Toute-Grâce sur le plateau d'Assy en Haute-Savoie. Ce sont des vitraux relativement petits, très clairs et très peu colorés parce que la pièce maîtresse de ce baptistère dont Chagall a reçu la commande est cette très grande céramique murale qui, elle, est très colorée et qui devait être très bien éclairé par les vitraux. Comme dans ses peintures, Chagall, quand il reçoit une commande, travaille avec une très grande liberté, c'est-à-dire que quand bien même un sujet a été décidé avec le commanditaire, il associe très librement les figures, les motifs qui l'intéressent. Ici, par exemple, avec le commanditaire, ils se sont mis d'accord sur une traversée de la mer Rouge, qui est un épisode de l'Exode qui, depuis les premiers temps du christianisme, a été interprété comme une préfiguration du baptême. Donc c'était un sujet qui convenait parfaitement pour un baptistère. Et Chagall représente la traversée de la mer Rouge avec tous les éléments qui permettent de l'identifier, c'est-à-dire Moïse avec un bâton qui ouvre la mer, qui permet aux Israélites de passer, guidés par l'ange de Yahvé tout en haut, et qui referme la mer sur les Égyptiens lancés à la poursuite des Israélites. Mais Chagall associe à ce thème des choses qui lui sont très personnelles. Par exemple, on peut voir en haut à gauche un poisson qui est en train de surgir de l'eau, un roi David avec une lyre, un couple qui flotte, et ici à droite, un Christ en croix, une pendule ailée et un peuple implorant qui est guidé par une petite figure de juif errant avec son baluchon, figure qu'on retrouve à gauche de l'ange tout en haut. Je suis venu avec un confrère, un jeune confrère, pour faire face à une situation tout à fait incroyable, parce que nous n'avions jamais vu ça à ce point. L'œuvre de Chagall s'émiettait dans toute cette zone, se fragmentait sur le mur. Et les pères de l'église étaient catastrophés. Chaque matin, ils venaient, ils ramassaient des petites miettes. Et donc, devant cette incapacité de résoudre le problème, ils ont fait appel à des gens qu'ils pensaient être du métier. Et nous sommes venus armés de plein de bonnes intentions et de beaucoup de certitudes. Et on a commencé à creuser le mortier de pose, parce qu'il faut imaginer que l'œuvre était entièrement cernée de mortier de ciment. Nous avons commencé par dégager tout le mortier de pose autour de la partie basse de la céramique et on a gratté. C'est un peu comme un métier de chirurgien. Il y a une pathologie et en fait on ouvre, on inspecte, on consulte, on ausculte, on peut passer des radiographies, on peut passer différents appareils et après on pose un diagnostic. Une fois que le diagnostic est posé,
on intervient. Alors cette aventure du sauvetage de la traversée de la mer Rouge a un point saillant. Dès lors que l'œuvre a été, que le lien avec le bâtiment a été rompu, l'œuvre devient un objet mobilier. Et ça a un immense avantage, c'est que si on peut constater que toutes les altérations des céramiques murales proviennent de leur assujettissement au bâti, les libérer, c'est non seulement les libérer du risque de s'altérer, mais c'est aussi leur donner l'occasion de voyager. C'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque l'œuvre, chaque carreau est accroché sur une structure, et si elle vient aujourd'hui à Metz, c'est grâce à la rupture de ce lien historique entre l'œuvre en céramique murale et le bâtiment. Chaque étape de fabrication d'un vitrail, ça commence par la maquette, l'artiste fait sa maquette. Avec Chagall, la maquette repassée dans les mains de Charles Marc, qui lui faisait le carton. Alors, la maquette était prise en photo, les photos étaient agrandies à l'échelle réelle. Sur cette photo, on mettait un calque avec la mesure des vitraux de chaque panneau. Et Charles Marc, au fusain, en premier, il dessinait les traits de plomb pour les changements de couleur. Et une fois qu'il avait bien défini avec son noir, là, il passait le crayon rouge pour bien tracer le plomb. Donc, une fois que c'était mis en plan provisoire, Charles Marc et Brigitte passaient ce qu'on appelle un jus et traçaient les grosses lignes de la peinture de Chagall. On mettait ça sur le jour, Chagall venait et il faisait sa peinture après. Il travaillait un petit coin du vitrail, là, et puis d'un seul coup, il allait remettre une petite touche un peu plus haut. Il revenait, il en remettait une là. Et au fur et à mesure, le dessin changeait et on finissait par avoir une vision complète de ce qu'il avait fait. Mais c'était formidable parce qu'il travaillait ici et dans sa tête, il était déjà 1 mètre plus haut à penser ce qu'il allait déjà faire. Le premier Simon Verrier, peintre verrier à Reims, c'est en 1640, avec un petit chef-d'œuvre de corporation. Il y a eu 12 générations de Simon du côté maternel à Reims jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et donc la particularité de cet atelier, c'est d'abord il s'est passé une chose très importante, un drame, c'était la Première Guerre mondiale, où mon grand-père Jacques Simon, revenant blessé de la guerre, est chargé par l'équivalent du ministère des Beaux-Arts de l'époque, en 1917, de déposer les vitraux anciens de la cathédrale de Reims sous les bombardements allemands, avec l'aide de l'armée et des pompiers de Paris. On le charge aussi, dans la foulée, de restaurer l'ensemble des vitraux anciens de la cathédrale, ce qui prendra quelque chose comme pas loin de 20 ans. Quand ma mère a repris l'atelier, elle a donc rencontré mon père Charles Marc, et qui n'avait rien à voir avec le métier du vitrail, qui avait fait des études de philosophie, qui se passionnait pour la musique, qui n'avait jamais vraiment dessiné, et qui, en rencontrant Brigitte, se met à dessiner, et puis ils décident ensemble de reprendre l'atelier, tous les deux. Et pendant des années 1950 jusqu'à 1957, donc ils font ils restaurent beaucoup de vitraux, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des dommages de guerre, des crédits de dommages de guerre. Et puis donc à un moment donné, il travaillait avec un architecte en chef du monument historique qui était Robert Renard, avec qui il travaillait dans les Ardennes, dans le Gers, dans plusieurs endroits, et qui travaillait aussi à la cathédrale de Metz. Et cet architecte était tout à fait original. Et il a eu tout d'un coup dans l'idée de faire appel à des peintres contemporains pour réaliser des vitraux dans un édifice classé monument historique. Et c'est comme ça que, pour la première fois en France, dans un édifice monument historique, on trouve des vitraux d'art contemporain
Les premiers étant ceux de Jacques Villon, et puis dans la foulée ceux de Roger Bissière, et aussitôt, mais presque en même temps d'ailleurs, ceux de Marc Chagall. Ça n'a pas été simple, parce que c'était d'ailleurs comme toute chose nouvelle, on pourrait presque dire un petit peu révolutionnaire pour les gens qui n'avaient pas l'habitude, dont la culture était le vitrail ancien. C'était quelque chose de totalement inattendu, un peu dérangeant. Il y avait une amitié, il y avait une très grande complicité, un très grand respect mutuel. Je pense que ce qui a été primordial, c'est cette confiance qu'avait Chagall en mes parents. Donc ce qui crée une énergie encore plus positive, puis avec l'équipe des compagnons, comme disait Michel tout à l'heure, c'était un travail d'équipe, où Chagall était complètement intégré à l'équipe, sans aucune hiérarchie, c'était le travail pour le travail. Ce que cette exposition démontre vraiment d'une manière très, très évidente, c'est la qualité de travail de Chagall. Le vitrail ne se conçoit pas d'un jet, tout simplement, mais c'est un travail de longue haleine de Chagall avec Chagall lui-même, de maquette en maquette. Le cycle Adassa en est une excellente illustration. Déjà aussi le travail d'échelle, de la plus petite maquette de cette taille jusqu'à la maquette définitive en 5 étapes différentes à travers 66 maquettes. Les premières maquettes n'ayant pas de couleur, donc on voit bien à quel point la couleur elle est blanche au départ parce qu'elle est représentée par le fond de papier, donc elle est en réserve. Les formes doivent s'inscrire sur le papier, d'abord au crayon, ensuite à l'encre de Chine, jusqu'à ce que le lavis puisse, ou un jus de lavis puisse faire vibrer le papier différemment. Et l'arrivée de la couleur, mais toujours avec des bouts de tissu, des collages de papier ou de tissu qui viennent ensuite rappeler la densité à obtenir pour la traduction de la maquette en verre. Et c'est ce processus, ce long processus de travail qu'il a toujours appliqué, que ce soit pour Metz, que ce soit pour le plafond de l'Opéra, qui nécessitait aussi une trentaine d'esquisses, mesurant 20 sur 20 jusqu'à ce grand plafond qui fait quand même 200 mètres carrés. On a un peu de difficulté à se plonger ou se transposer dans la tête de l'artiste, qui lui a une vision très, très précise de ce que va être cette transposition. Et je veux dire que je suis toujours encore, chaque fois que je rentre dans un édifice qui a les vitraux ou que je vois les maquettes, je suis toujours en admiration devant cet esprit très humble qu'avait notre grand-père, cet artiste Chagall, qui a su inconsciemment, sciemment ou inconsciemment, consciemment, construire ce monde en le construisant, en revenant, jamais d'une manière linéaire, mais toujours d'une manière circulaire, comme disait Michel Pierret ou Benoît Marc avant. Ils travaillaient toujours simultanément à 2 endroits différents, à 3 endroits différents. Donc, il revenait toujours sur quelque chose pour mieux aborder ensuite la prochaine étape. Donc, il était lui-même catalyseur de ce qui devait produire à la prochaine étape. Et c'est assez incroyable de voir comment les choses se tiennent, comment les formes se tiennent entre elles, comment les teintes se tiennent entre elles, mais surtout comment tous ces vitraux, en étant une traduction formidable de ce qui a pu être réalisé en maquette, comment ça se tient dans
dans les espaces construits ou retrouvés des édifices. Et c'est là où on est face à un mystère. On se dit comment cet artiste qui n'avait pas fait d'études d'architecture, qui ne va pas mesurer la lumière tous les jours, le matin et le soir dans cet édifice, comment il avait intégré la couleur de la pierre, la matière, la lumière qui se pose sur la pierre à tout instant de la journée, dans toutes les saisons, pour pouvoir savoir ce qu'il fallait créer comme ton, ce qu'il fallait créer comme gravure, où est-ce qu'il fallait modérer, moduler, revenir sur un ton, atténuer ou accentuer une certaine tonalité pour faire ressortir des figures ou être dans une transversalité entre des figures, dans un dialogue entre des formes, entre des plombs, entre des couleurs, pour ensuite créer une vibration et un dialogue avec celui qui entre dans l'édifice. Et c'est encore actuel aujourd'hui. On n'est pas du tout face à des productions qui sont du dernier siècle, même si elles le sont. Elles ont une modernité, une actualité qui est sidérante. Moi, ça me sidère toujours de voir comment elles nous parlent. Alors, qu'est-ce qui nous parle aujourd'hui? Comment se fait-il que ces créations qui ont été réalisées il y a 60 ans, il y a 70 ans, soient autant d'actualité? Donc, c'est vraisemblablement, c'est pas aussi mystérieux que ça, c'est vraiment dans ce savoir-faire qui a existé entre l'artiste et les peintres verriers, parce que justement ils étaient tous les trois peintres, que les compagnons avaient cette complicité avec le peintre et Charles et Brigitte Marc, et que tout allait bien entendu dans la même direction, dans la même orientation pour pouvoir donner vie et garder une vie, mais une vie qui est aujourd'hui autant d'actualité qu'elle a été en 1960 ou même avant pour Metz. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces édifices, aussi récents qu'ils soient, comme le musée Chagall à Nice, il est toujours revisité. Donc on le voit pas du tout avec un œil de 73 pour le musée Chagall à Nice ou pour les vitraux de Metz en 58 ou en 62. Non, on rentre avec notre regard de 2020 et on a une autre lecture de l'édifice à travers les vitraux tels qu'on les perçoit aujourd'hui. Donc tout est dynamique et on s'inscrit aussi dans cette dynamique en tant que visiteur ou en spectateur pour un concert au musée Chagall. Et ces vitraux ne sont pas uniquement une décoration, c'est un acteur, deviennent acteurs vivants à l'intérieur d'un édifice. Nous établissons un dialogue constructif et certainement un dialogue qui peut nous aider aujourd'hui à comprendre le monde actuel.